Eh bien, bon après-midi à tous et merci à ceux qui sont là pour participer à pour écouter cette table ronde, ou plutôt ce regard croisé, puisque aujourd'hui j'ai l'honneur de pouvoir accueillir avec moi sur le plateau cet après-midi pour discuter de ce qu'on peut retenir sur les guerres actuelles. Pour l'avenir du naval. J'ai avec moi Philippe Gros, Senior Research Fellow à la Fondation pour la recherche stratégique, et également Xavier Mesnet, directeur du segment naval chez Thales. Merci beaucoup, messieurs, d'être là aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation. Donc nous sommes là aujourd'hui pour discuter justement un petit peu de ce qu'on peut retenir déjà maintenant de ces derniers conflits que nous avons eus ces dernières années. Des leçons que nous pouvons en tirer et de ce que cela signifie également pour l'avenir du domaine naval et de la stratégie, des technologies et de la tactique. Et voilà, donc nous allons je vais vous écouter débattre sur ce sujet cet après-midi. Et pour lancer la conversation, justement, je voulais demander, peut-être commencer par vous, Xavier. On a beaucoup parlé, on parle beaucoup dernièrement de tout ce qui est du rétexte de l'Ukraine. Mais finalement, la guerre en Ukraine, malheureusement, n'est pas le premier conflit de ces dernières années où on a vu les choses changer un peu et les lignes bouger, justement. Je voulais savoir un petit peu quel était votre point de vue sur les derniers conflits auxquels on peut penser, justement pour commencer à regarder ces lessons learned, ces leçons, et commencer à s'inspirer un peu pour comprendre de quoi sera fait le combat naval de demain. Il faut vraiment les mettre comme ça, sinon on n'entend pas bien. Oui, bon, merci Alix pour cette question. Je dirais que il y a effectivement, on voit depuis une dizaine d'années un retour du naval avec des marines qui s'arment. Donc moi je suis chez Thales, donc en particulier on vend un certain nombre d'équipements navals, de radars, de sonars. Donc on voit un très grand intérêt chez les marines pour le naval. Et ce qui se traduit par exemple chez nous de manière assez simple par des séries d'équipements qu'on fait qui sont de plus en plus nombreuses. Voilà, on atteint des séries de 80, de 100, de 250, de 200 radars, sonars, ce qui est un peu nouveau. Donc je dirais, premier élément, un retour du naval et un certain nombre de marines qui s'arment avec des frégates, des sous-marins, des avions de patrouille maritime, de la guerre des mines, des bateaux de guerre des mines. Mais il y a un certain nombre de choses qui bougent franchement en ce moment, liées à, je dirais, 3 récents conflits qui ont changé un peu les choses, de mon point de vue, qui regarde ça beaucoup dans la presse surtout, parce que je n'ai pas été sur les terrains d'opération. Oui, parce que je n'ai pas été sur les terrains d'opération. Donc je dirais que ce qui change beaucoup, c'est premièrement le conflit d'Azerbaïdjan. Le conflit en Azerbaïdjan a introduit une permanence de drones sur les théâtres d'opération, même si c'était un théâtre terrestre, qui nous a beaucoup interpellés. Alors d'autant que nous, Thales, on travaille aussi sur la partie terrestre, mais non seulement il y a eu ces drones qui sont allés sur la partie terrestre, mais en plus on les a vus aller sur la terre, sur la mer, donc des frontières entre les différents milieux maritimes, aériens qui s'estompent un peu et qui changent la donne, parce que les armements terrestres peuvent aller au-dessus de la mer, parce que les marins peuvent utiliser des choses qui venaient de la terre. Et donc, première chose, on a vu ça, et du coup, une assez grande agilité dans l'emploi des nouveaux systèmes, des nouvelles armes, des nouveaux missiles, des drones, bien entendu. Donc ça, c'était l'Azerbaïdjan. Et après, on a vu la mer Rouge et la mer Noire, dont je pense on reparlera. Voilà, mer Rouge qui a plutôt remis à l'ordre du jour toute la lutte anti-missile et la lutte anti-drone. Et mer Noire où, de mon point de vue, on a vu un peu l'utilisation de tout ce qui pouvait exister comme matériel dans un mode un peu force spéciale, c'est-à-dire une personne qui a un système de drone et qui permet d'attaquer ou de faire une action très très ciblée.
On n'est pas du tout dans les travails de grandes forces navales à la mer ou de systèmes intégrés. On est dans des capacités très 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 précises qui sont employées. Voilà, je dirais, mon premier avis dessus. Et je dirais pour terminer qu'on a eu deux particularités. C'est que ce soit la marine ukrainienne, qui n'est pas une marine de premier plan, elle a réussi à disrupter et à gêner son adversaire, qui était quand même la marine russe, une très très grande marine. Et puis les Houthis, qui n'ont même pas de marine du tout, et qui ont réussi à avoir une action sur le domaine maritime, en particulier sur la sécurité du commerce international et sur l'attaque de bateaux et de frégates qui les protégeaient. Voilà un peu mon première appréciation sur ce que je vois. Tout à fait, merci beaucoup Xavier. Et je pense que ça va ouvrir pas mal de conversations pour la suite. Mais avant tout, effectivement, Philippe, je voulais donner l'opportunité également de nous dire un peu quelles étaient vos premières impressions. Merci, merci Alix. Oui, je converge tout à fait avec Xavier Mesnier sur le constat qu'il fait. En fait, on est sur la mer Noire et la mer Rouge. On est sur deux cas qui présentent des situations particulièrement intéressantes d'évolution des capacités d'interdiction littorale, qui se fondent sur une prédominance absolue du combat multimilieu et non pas sur un affrontement symétrique de force navale à force navale, ou très peu. En fait, vous avez ce combat multimilieu qui combine des capacités navales évolutives limitées, et notamment donc principalement la dronisation. Il ne faut pas oublier que ce sont les Houthis qui ont commencé à utiliser les drones navals au combat dès 2017 contre les frégates saoudiennes. Alors les Ukrainiens ont poussé ça à un niveau technique beaucoup plus élaboré, avec des portées beaucoup plus importantes, etc. Donc une combinaison de capacités navales dronisées, parce que dans les deux cas, effectivement, comme le disait Xavier, il n'y a pas de marine en réalité. Les Ukrainiens ont ils ont de la poussière navale, ce qui leur reste en termes de capacité de surface, c'est des quelques dizaines de patrouilleurs qui leur restaient, enfin c'est pas grand-chose. Donc une combinaison de ces capacités avec une combinaison avec des feux terrestres de toute nature. Et en fait, au bout du compte, on a des feux terrestres qui sont utilisés donc de la terre vers la mer, qui sont extrêmement variés. Alors ça peut, même c'est aéroterrestre naval, puisqu'il y a l'emploi de drones aériens, l'emploi de missiles balistiques, de missiles de croisière, enfin tout y passe. Les 3/4 des 22 navires russes qui ont été coulés ou très endommagés l'ont été par la puissance de feu terrestre. Alors cela étant, on est toujours dans des cas particuliers. Dans le cas ukrainien, une des spécificités du cas ukrainien, c'est que contrairement au canon classique où vous avez les bases de départ, les bases arrière, on traverse la mer ou l'océan et on est à l'autre bout de la mer, dans la zone ennemie, etc., etc. Là, pour les Russes, en fait, leur base arrière, elle était en première ligne, c'était la Crimée. Il y a également l'un des enseignements qu'on peut tirer de cette affaire, c'est que vous avez des modes d'action de plus en plus complexes, de plus en plus combinés. Alors avec les Houthis, on voit ça tout au long depuis novembre 2023. Vous avez incrémentalement une combinaison de moyens de plus en plus, au départ drones, missiles, puis drones aériens, missiles, puis drones navals, combinés à tout ça, etc., etc. Et vous avez des attaques de plus en plus complexes, y compris d'ailleurs à des portées de plus en plus, grandes. L'amiral Nelson disait « Ships a fool to fight a fort ». Il est fou pour un navire de s'en prendre à un fort. Maintenant, le fort fait du renseignement, fait du ciblage et exerce des effets à plusieurs centaines de kilomètres. Et c'est ce qu'on voit avec les Ukrainiens. Alors là, les drones fournissent surtout ça, même si les drones ne sont responsables que d'un quart des pertes russes. Les drones donnent l'allonge, les drones navals donnent l'allonge par rapport au reste de la puissance de feu ukrainienne, la puissance de feu terrestre. Chez les Houthis, on est sur une puissance de feu qui est à des portées nettement accrues. Missiles balistiques anti-navires,
tout particulièrement du fait de ces capacités-là. Et des capacités de renseignement qui, alors pour du ukrainien, il y a vraiment l'appui occidental qui est déterminant. Du côté aussi, vous avez une combinaison d'appui iranien, mais des combinaisons de captation des transpondeurs AIS, de systèmes de surveillance électronique, etc., et très innovants et qui leur permettent d'avoir, alors c'est pas parfait, hein, les erreurs sont légion, mais qui leur permettent d'avoir des boucles de reconnaissance frappe littorale de la terre vers la mer qui portent maintenant à plusieurs centaines de nautiques. Ce qui écrase les catégorisations classiques du combat naval, où vous avez défense côtière, défense au large, 200 nautiques, hauteur. En fait, vous avez un écrasement de ces dimensions-là, et c'est cohérent avec ce qu'on voit par ailleurs, non pas en termes de conflit, mais en termes de développement capacitaire, ce qu'on voit par ailleurs à l'autre bout de la planète, pour les deux appareils de force les plus puissants et les plus sophistiqués au monde, que sont la Chine et les États-Unis, et donc notamment les capacités d'interdiction que développent les Chinois, et que commencent à développer par contre les Américains vis-à-vis de la marine chinoise, avec le corps des Marines, etc. Tout ça est assez cohérent dans la prédominance de ce combat multimilieu pour le combat naval. Oui, donc vraiment, on parle vraiment de multimilieu. Voilà, on va jouer un peu aux chaises musicales avec nos micros aujourd'hui, je pense. On parle vraiment de multimilieu. En fait, on ne peut plus vraiment juste parler que du naval ou que du terrestre, mais c'est vraiment maintenant très, très, très intégré. Donc vous en parliez justement en fonction de la frappe qui va plus loin et des drones qui en font partie justement pour pouvoir élargir cette frappe et aller plus dans le fond. Donc ce que je voulais vous demander, Xavier, justement, c'était est-ce qu'on voit ça aussi au niveau de la façon dont peut-être les milieux s'influencent aussi pour faire évoluer ces technologies? Donc est-ce qu'on peut s'inspirer aussi de quelque chose qui a été fait dans le milieu terrestre, même au niveau des drones, hein, pour pouvoir utiliser ces leçons aussi sur les drones dans le milieu naval? Voilà. Est-ce qu'il y a aussi ce mélange, ce multimilieu aussi dans la façon de réfléchir aux capacités navales de demain? Alors oui, on le voit surtout nos clients qui sont les grandes marines, enfin qui sont de marines dans le monde, en fait, nous posent des questions différemment aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, ils aimeraient avoir une réponse 2 mois, dans les 3 mois, extrêmement rapidement, sur quelque chose pour contrer une menace nouvelle qui vient d'apparaître. Parce que c'est une des particularités de ces théâtres qu'on voit aujourd'hui, c'est que les adversaires sont très agiles et fabriquent des drones localement, adaptent des petits systèmes de combat, adaptent des capteurs très rapidement. Et donc, il faut une réponse à ça. Et nous n'avons pas toujours la capacité de trouver une réponse en 2 mois. Donc en fait, très souvent, on va la chercher sur d'autres milieux. Le terrestre a rencontré ça, par exemple, a rencontré la lutte contre les drones depuis plus longtemps. Du coup, ils ont des solutions de brouillage, ils ont des solutions d'intervention sur ces types de drones. Et on regarde dans quelle mesure ils peuvent être adaptés au milieu marin. Et en fait, sur la lutte anti-drone, il y a beaucoup de solutions qui peuvent être aidées. Alors, pas sur les drones qu'on appelle de surface, qui sont en surface, ou pas sur les drones sous-marins, qui sont des milieux spécifiques du naval, mais dans toute la partie aérienne en particulier, oui, on peut répliquer rapidement des solutions qui marchent localement, parce que je dirais que dans le milieu terrestre, très souvent, les distances sont plus courtes. Dans le milieu naval, la particularité, c'est que les distances sont plus longues. On parle en nautique, plus qu'en kilomètres. Déjà, on a deux fois la distance. Voilà. Donc, on a des solutions, du coup, qui marchent très bien à courte portée. Ça sert à protéger. Ça sert à protéger des bâtiments de commerce. Ça sert à protéger des unités. Ça sert à protéger des bases. Voilà. Donc, ça répond à tout un tas de questions. Et ça, nous, Thales, on a cette facilité de faire ça aujourd'hui parce qu'on travaille dans plusieurs milieux à la fois. Voilà, donc on se sert de ça. Mais c'est aussi vrai pour les radars. Les grands radars navals qu'on fabrique aujourd'hui sont des technologies qui sont très proches et très communes avec les radars terrestres. Mais, et je dirais pour terminer,
il y a quelque chose, il y a une nouvelle tendance qui est intéressante à regarder aujourd'hui, c'est que le milieu terrestre a conteneurisé dans des conteneurs des drones, des radars, pour pouvoir les porter sur des camions parce qu'ils ont besoin de se déplacer avec des charges pas très importantes, ce qui n'existait pas sur les bateaux. Et aujourd'hui, on a des solutions pour renforcer sur des bateaux, sur des plages arrière, sur deux bateaux, très rapidement, des solutions type conteneurisé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de marché pour ça, mais on commence à voir un certain nombre de marines qui, pour trouver une solution rapide, sont prêts à passer à ça. Ok, vous avez toute mon attention, c'est-à-dire ça ressemblerait à quoi du coup sur un navire, une solution conteneurisée et ne me répondez pas juste un conteneur. Il y a toute une intégration aussi normalement à faire aussi avec le Combat Management System et tout ça normalement, non? Ou pas nécessairement? Ça veut dire que premièrement, les marines de temps en temps acceptent pour avoir quelque chose rapidement d'en avoir quelque chose qui n'est pas complètement intégré. En revanche, ils communiquent avec. Mais par contre, il faut donner la source d'énergie, les réseaux, les protections cyber, tout ça doit être intégré à l'intérieur du conteneur, qui en général sont des conteneurs, ce qu'on appelle des équivalents vient-pied, qui est le conteneur standard du commerce. Voilà. Mais il y a tout dedans. Il y a le centre de commandement à l'intérieur, il y a tout, quoi. Il faut qu'on le livre et la capacité arrive d'un coup. Voilà. Donc je pense que cette tendance, on va être beaucoup plus sollicité là-dessus ces prochaines années. D'accord, merci. Très intéressant. Philippe, je vous voyais justement acquiescer. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Hop. Oui, effectivement, moi, là encore une fois, je converge tout à fait. Je dirais que dans ce combat multimilieu de la terre vers la mer, les architectures vont être des adaptations de ce qui constitue déjà les évolutions. Alors Xavier a beaucoup parlé déjà des drones, donc je ne vais pas y revenir dessus. Mais quoique pour les drones aussi, ça a une influence également pour les drones. Mais vous avez une architecture des feux dans la profondeur qui est en fait adaptée au milieu naval. Alors c'est vrai pour l'architecture C4ISR, l'emploi des drones au-dessus du milieu naval. C'est vrai, prenez du cas des Ukrainiens, avec Starlink. Les Magura, Sea Baby et autres ukrainiens sont pilotés via Starlink, qui est là également dans le milieu, maritime, l'épine dorsale des transmissions au-delà de la ligne de vue des Ukrainiens. C'est vrai, quels que soient les milieux. Vous avez également ça avec les capacités, avec les effecteurs missiles. Prenez chez les Houthis, l'un de leurs principaux, les deux missiles balistiques anti-navires des Houthis sont des adaptations pour l'un d'un missile sol-air, le SA-2, pour l'autre du Fateh 313, qui est un missile sol-sol, courte portée. Donc on a des adaptations. Regardez les Américains actuellement travaillent, outre leur capacité, leurs missiles spécifiquement anti-navires, travaillent sur, là encore, pour frapper de la terre vers la mer, que ce soit du côté de l'US Army ou du côté du corps des Marines. Vous avez par exemple le remplaçant du fameux AITAC-MS dont on a beaucoup parlé par défaut dans le cas ukrainien, du fait des contraintes d'emploi qui sont exercées dessus. Le remplaçant de ce missile, c'est le Precision Strike Missile, le PrISM. Bon, le PrISM, les Américains développent une capacité anti-navire. Donc vous avez une démarque en fait des capacités terrestres, une adaptation aux spécificités du combat naval, du milieu maritime, etc. etc. Ce qui n'est pas toujours simple en termes de ciblage, de dynamique, etc. C'est une autre paire de manches, mais il n'en reste pas moins que cette adaptation a lieu. Alors Xavier a dit un autre point qui a attiré mon attention, auquel je suis entièrement d'accord. Ce que nous montrent les Ukrainiens, c'est une capacité à faire du good enough, des capacités juste suffisantes. On a besoin de ça, on va pas, et on aimerait avoir plus évidemment dans un monde parfait, mais on est en guerre, c'est l'urgence, et on développe la capacité dont on a besoin. Et ce faisant, effectivement, il y a un fort déficit d'intégration. Cela étant,
et moi c'est un de mes violons d'ingres depuis de nombreuses années dans mes travaux de recherche, parle de l'intégration multimilieu, multichamp, M2MC, hein, les Multi-Domain Operations, etc., quand dans la version américaine, All Domain Operations, comme on dit maintenant. Mais en réalité, le conflit ukrainien nous montre que, aussi qu'une évolution vers des franges de capacité rapidement développables, qui peuvent être acquises en plus grand nombre, et avec selon un cycle de rafraîchissement beaucoup plus important, soit l'architecture peut les prendre en compte, mais si elle ne peut pas, il faut accepter d'intégrer des capacités faiblement intégrées et qui soient rapidement évolutives. Parce que c'est une urgence et ça renvoie à un autre problème de nos appareils de force, notamment européens. C'est le problème critique permanent de la masse, le manque de masse, le manque d'épaisseur. Et ça, à mon sens, c'est le principal moyen, alors en particulier évidemment dans le domaine de la dronisation, le principal moyen qui permettrait à moyen terme de recréer de la masse à un coût suffisamment abordable. Même si, bon, on va revenir dans la discussion peut-être après, mais ça pose quantité d'autres problèmes. Oui, tout à fait. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, et c'est ressorti ce matin dans la conversation avec les deux chefs d'état-major de la marine, le français et le britannique, qu'une des leçons qu'ils apprennent aussi, eux, au fur et à mesure, c'est aussi bien sur le théâtre mer Noire que sur le théâtre mer Rouge, c'est vraiment cette notion de pouvoir avoir des capacités de plus en plus rapidement. Et effectivement, sans l'avoir dit comme ça, il y avait cette notion de « faut pas que ce soit parfait, le mieux est vraiment l'ennemi du bien ». Et il faut qu'on travaille avec l'industrie de plus près pour pouvoir avoir ces systèmes le plus vite possible et qui servent vraiment à nos objectifs le plus rapidement possible. Donc ils ont donné aussi quelques exemples de comment ça s'était fait. Et ce que je voulais vous demander, Xavier, justement, c'est est-ce que vous voyez justement un petit peu ce rapprochement, parce que je pense qu'il y a aussi ce problème entre les marines qui aimeraient pouvoir se rapprocher de l'industrie et pouvoir travailler plus rapidement et dans des cycles plus courts, mais en même temps, ce besoin parfois, quand on leur demande de faire une liste de requirements, de prérequis qu'ils aimeraient dans leur système, on finit par avoir la liste au Père Noël parfois. Donc, est-ce qu'on arrive à trouver un compromis entre ces deux-là? Est-ce qu'on est en train de se diriger vers ce compromis entre on a besoin de la liste au Père Noël, mais on a besoin que ça arrive rapidement? Alors aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait dans ce besoin très, très concis qui nous permet d'aller, nous, partie industrielle, très vite. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut adapter nos systèmes, ce qu'on fait assez bien, assez rapidement. Et là, on rentre dans des cycles. Je vais donner un exemple très clair. Par exemple, on est allé faire une grande expérimentation de drones dans un exercice organisé par la marine portugaise et co-organisé avec l'OTAN, qui s'appelait REPMUS au Portugal, dans lequel nous, on a innové d'un point de vue industriel en étant capable d'intégrer dans un de nos systèmes qui existait, qui était un système lié par exemple, l'organisation d'une quinzaine de drones dans le domaine de la mine warfare. On a transformé ce système pour pouvoir faire de la lutte anti-sous-marine ou de la lutte anti-surface. On a intégré dedans très rapidement 3 de nos partenaires qui étaient nouveaux pour pouvoir diriger pour pouvoir communiquer avec leurs drones et leur ground station, leur station de contrôle dessus. On a relié, parce que les besoins étaient nouveaux, ce Mission Management System de drones, on l'a relié à des réseaux autant derrière, parce qu'il y avait un besoin de communiquer en tout temps. Donc en fait, nous, on a fait notre travail d'industriel, je dirais, qui est relié au réseau, avoir des systèmes fiables, sécurisés, offrir des liaisons pour qu'un drone puisse parler à une station qui est à terre, qui puisse parler à une station qui est en mer très rapidement. Donc on a offert les liaisons sécurisées, dont une est passée par Starlink, mais on avait un routeur de transmission qui routait les données de tous les systèmes très rapidement d'un autre. Et puis, c'est notre métier. Donc, derrière, on les a sécurisés avec une sécurité. Comment on sait le faire?
Voilà. Et on a vu que finalement, on arrive à avoir un système qui fait, qui fait pas ce que la marine nous a demandé, mais qui fait un travail qui peut intéresser les marines. Donc les marines n'en font pas de demande, pour le coup. Elles regardent ce qu'on fait, qui marche. Il se trouve qu'on a eu une avarie General Electric sur la base 3 minutes après. Nos drones étaient quand même en l'air parce qu'on a des systèmes stables qui sont capables d'être relancés très rapidement. On était reconnectés au réseau autant en 30 minutes derrière. Voilà, c'est un peu la nouvelle chose qu'attendent les marines de nous, c'est qu'on leur montre que ce soit résilient, et ça on sait le faire. Voilà, mais sans spécificité. Et du coup, ça les intéresse. Ils aimeraient bien que ça fasse 2 ou 3 petites choses en plus. Et on est prêt à faire cette démarche avec eux sur les 2 ou 3 petites choses en plus. On va les faire avec vous. D'accord, donc on commence quand même à voir un peu plus cette itération entre les marines, l'industrie, peu importe qui est l'initiateur de ce travail, mais on commence à voir un peu plus ce travail entre les deux. D'accord. Et Philippe, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Ouais, juste un mot sur le high-low mix que tout ça implique. Le mix de capacités très intégrées, de systèmes très complexes et très coûteux, et d'un segment bas, d'un segment intermédiaire et bas, etc., qui soit beaucoup moins coûteux, avec des systèmes moins complexes, plus spécialisés, etc., etc. Le problème de tout ça et la difficulté qu'on a à basculer vers ça, c'est que déjà, premièrement, à la différence des exemples historiques de constitution d'un Halo Mix, c'est-à-dire les turiféraires du Halo Mix, historiquement, ont toujours été des gens qui critiquaient le segment haut exagérément. Qui disaient c'est trop cher, n'a pas assez, et qui se faisaient les porte-voix d'un segment uniquement bas. Donc la première question qui se pose, c'est comment gérer les risques d'éviction à budget, à ressources contraintes sur le segment haut, qu'impliquerait l'imposition en masse d'éléments du segment bas. C'est le premier point. Deuxièmement, l'autre point, c'est comment, et ça les Américains sont totalement confrontés aussi à ça en ce moment sur leur système de combat aérien futur, l'équivalent du SCAF, donc le Next Generation Air Dominance, le NGAD, c'est comment avoir, et ça renvoie toute la discussion que vous aviez avec Xavier là, c'est comment en même temps avoir des systèmes qui soient peu coûteux, qu'on puisse avoir rapidement, en masse, et qu'en même temps ces systèmes aient des capacités opérationnelles suffisantes. Parce que si personne n'est capable de faire le boulot, ça ne sert à rien, c'est de l'argent jeté en pure perte. Et sur ce plan-là, je pense que, comment dire, il y a une... en fait, les Ukrainiens montrent quand même un certain nombre de configurations très intéressantes où la masse en tant que telle permet d'obtenir une efficacité qui intrinsèquement est déficiente. Mais ça dépend pourquoi, ce n'est pas le cas partout, intrinsèquement pour chaque élément, je m'entends. Quand vous regardez l'architecture des drones de l'US Army, de l'armée de terre américaine, non seulement les Américains poursuivent, ils ont déjà tout un système de drones prévu à chaque échelon. Hein, et ils développent ça de plus en plus. Système de reconnaissance, de munitions téléopérées, etc. à tous les échelons, niveau bataille, niveau brigade, niveau bataillon, niveau compagnie, etc., etc. Bon, en plus de ces systèmes-là, cette année, l'US Army a ouvert 2 lignes de crédit supplémentaires pour, en plus de systèmes de munitions téléopérées bien intégrés, en gros les Switchblade 600 qui sont très utilisés en Ukraine, l'US Army va acquérir en plus une masse de drones FPV tout bêtes, comme les Ukrainiens les utilisent. Donc elle va jouer sur les 2 tableaux. La question, c'est comment combiner tout ça harmonieusement. C'est pas simple du tout. J'ai beaucoup parlé de drones, mais en fait, quand on va dans les systèmes complexes, vraiment du haut du spectre qu'on fournit à nos clients, on a aussi maintenant
un devoir de démontrer que ce qu'on va faire va apporter quelque chose. Et donc, nous, on a créé à Thales, puisque je dirige également un plateau là, du côté d'ici les Moulineaux, où justement, on montre au client, on lui simule quelles sont les possibilités qui vont lui amener un gain opérationnel. Et si on ne lui montre pas, je pense qu'il y pensera, mais je ne suis pas sûr qu'il investira dessus. Par contre, si on lui montre là où il va avoir du gain, parce qu'on est spécialiste de sonar, parce qu'on est spécialiste de radar, parce qu'on sait manipuler ces données-là pour aller plus vite, et surtout là, on travaille sur des échanges de données très rapides entre systèmes, et bien à ce moment-là, on a des discussions avec le client sur « Ah oui, dans ce très très haut de spectre-là, dans ce petit créneau-là, je peux avoir un avantage tactique, ça m'intéresse. Face à cette menace, ça m'intéresse. » Voilà. Donc aussi dans le très haut du spectre, on a un devoir de démonstration en ce moment qui est assez exigeant pour nous, parce qu'il faut montrer les choses avant de les avoir faites complètement. Mais quand il faut, du coup, je réfléchis à ce que vous disiez, Philippe, et à ce que vous venez de dire, Xavier, quand il faut démontrer justement ce gain, on s'éloigne du coup de ces drones qu'on a vu utiliser, qu'on a vu les Ukrainiens utiliser, qui finalement, le gain était de foncer vers le navire en question. Je parle de ceux qui sont en surface. De foncer vers le navire qui doivent faire éclater, ou qui doivent en tout cas endommager. Et là, on ne va pas mettre des systèmes très compliqués. Enfin, ce ne sont pas des drones très compliqués. Ce sont des systèmes autonomes dont le seul but est d'aller endommager un navire. Donc, effectivement, je vois ce que vous vouliez dire dans un certain sens sur cette difficulté de trouver OK, on veut des systèmes qui ne sont pas chers, qui sont faciles à produire et qu'on va pouvoir utiliser presque de manière... on les utilise une fois, en fait. Et aussi cette envie et cette nécessité d'avoir ces drones qui sont plus complexes, qui amènent plus de choses, qui ont plus de gains, où on peut démontrer plus de gains. Enfin, c'est comme ça, en fait, que j'interprète un petit peu... Alors, si on va un peu plus loin sur cette notion de Halo Mix, déjà, on a tendance intrinsèquement à la penser automatiquement en termes de plateforme. En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes. Il faut la penser au niveau des équipements, au niveau des armements, au niveau des plateformes et au niveau du système de force qui intègre ces plateformes, au niveau des fonctions opérationnelles, etc. etc. C'est-à-dire qu'à ces différents degrés, vous pouvez avoir du Halo Mix. Je donne un exemple qui illustre la difficulté de caractériser ça. Prenez les évolutions récentes de la marine de surface russe, y compris les navires qui ont été pris à partie de la flotte de la mer Noire par les Ukrainiens. Les Russes ont renoncé à fabriquer de grands navires de combat de surface, des gros destroyers, etc., etc. Ils ont basculé beaucoup sur un système de corvettes. Donc on va dire, prenez l'une des corvettes les plus modernes coulée par un drone ukrainien, elle faisait 65 millions de dollars. Bon, on trouve plus cher. Donc, cette corvette, on va dire, donc c'est du bas du spectre. Oui, mais elle embarque, c'est l'évolution, une des évolutions critiques de la marine russe, elle embarque beaucoup de missiles de croisière. C'est la calibrisation, comme on dit, de la marine russe, c'est-à-dire l'embarquement de missiles de croisière. Bon, là, le missile de croisière, en termes d'armement, c'est du haut du spectre. Vous voyez comment les choses sont plus complexes, en fait. Et en fait, tout ça, ça revient à une analyse du coût par effet des différentes solutions. De l'efficacité opérationnelle et du coût par effet des différentes solutions. Et donc tout ça derrière, c'est un besoin notamment d'analyse de la valeur, comme on dit, des systèmes de systèmes comparés. Voilà, ben ça, on peut atteindre avec ce tel mix une efficacité de tel niveau, à tel coût, ce qui sera contre-intuitif. En combinaison, avec d'ailleurs des combinaisons de segments hauts et de segments bas qui ne sont pas forcément de même niveau, de même type, de même fonction. Par exemple, vous pouvez très bien considérer que d'avoir des cas où des effecteurs qui vont être peu coûteux, mais une architecture derrière ces 4ISR, une architecture de communication qui, elle, va être en fait en réalité le segment haut, vous voyez. Enfin, vous pouvez envisager des choses comme ça. Mais encore une fois, on a quand même une barrière culturelle, enfin culturelle, une barrière de contexte plus exactement, culturelle également, mais de contexte. C'est qu'on n'est pas en guerre.
les Ukrainiens doivent trouver des solutions très vite. De la même manière, ça s'étend à d'autres logiques. Prenez par exemple l'élaboration des doctrines. Je sais que quand j'étais au ministère des Armées, j'ai beaucoup rédigé de doctrines interarmées qui codifient les principes d'emploi, les principes d'organisation de ces systèmes de force. Les Ukrainiens disent, moi, j'ai pas besoin d'une doctrine dont l'encre à peine sèche, on va mettre 6 mois à réaliser, et dont l'encre à peine sèche aboutira à former des gens sur un contexte qui est lui-même obsolète depuis plusieurs mois, vu l'évolutivité du champ de bataille. Donc, vous voyez, on est sur un contexte qui est quand même radicalement différent. Donc, le défi, c'est comment ramener dans notre contexte on va dire, compétition, contestation, affrontement, mais on en reste pour l'instant surtout à des phases de contestation. Comment ramener comment influencer notre développement capacitaire avec certaines des pratiques adoptées typiquement en l'occurrence par les Ukrainiens. C'était effectivement une des questions que j'avais aussi pour vous, messieurs. C'était, on parle beaucoup de toutes ces leçons qu'on apprend de ces essentiellement deux différents conflits, mais aussi on parlait au début de l'Azerbaïdjan, donc il y a eu des leçons là-dessus. Mais finalement, on peut pas, il n'y a pas de blueprint. Chaque contexte est complètement différent. Donc chaque contexte va demander un high-low mix différent et puis un low différent également, un high différent également. Donc effectivement, c'est quelque chose que je voulais vous demander au niveau de qu'est-ce qu'on peut vraiment rapporter dans différents contextes, comment ça marche. Et sur ça, j'avais aussi en tête une conversation qu'on a eue, Xavier, offline, sur aussi, on pense au drone comme une capacité un peu moins chère pour pouvoir étendre, justement, aller plus en profondeur. Mais on parlait justement de nouveaux navires qui sont en train d'être construits, voire la Turquie les a même déjà mis à l'eau, qui sont faits pour embarquer ces drones. Donc en fait, on a des petites plateformes qui sont censées être plus discrètes et plus faciles à dispatcher, mais on va les mettre sur une grosse plateforme qui sera du coup un peu un sit-in dock, on va dire, quelque part. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait tout ça au niveau du combat naval de demain et sur comment on peut retranscrire les expériences qu'on apprend aujourd'hui dans le combat naval de demain? Alors, je ne sais pas, la question est assez difficile. Effectivement, on voit une tendance. Je dirais qu'aujourd'hui, je vois une dizaine de marines sur les 60 marines avec lesquelles on travaille, qui sont en train de construire des bâtiments amphibies. Ça va du bâtiment amphibie assez grand jusqu'au patrouilleur avec une grande plateforme à l'arrière pour pouvoir utiliser et mettre en œuvre des drones. Et je pense que là, les marines rentrent dans ce nouveau cycle où elles ne savent pas très bien, mais elles vont expérimenter sur le terrain comment servir, que faire avec, et quels drones ils vont utiliser en piochant à droite, puisqu'il y a tout un tas de fournisseurs de drones. Voilà. Donc ça, c'est une tendance qu'on voit. Aujourd'hui, je ne sais pas comment elles vont les utiliser. On suit ça avec attention parce que ça demandera probablement des capacités pour travailler avec une force navale, de rentrer dans des réseaux, d'avoir des common operational pictures qui soient pour tout le monde. Ça veut dire que les drones doivent donner leur position en permanence. Ça veut dire qu'ils ont en général des capteurs, ou des radars, ou des sonars, etc., qui sont plus petits, enfin qui ont des capacités moindres. Comment est-ce qu'on inclut ça dans une grande force aéronavale? Voilà, alors là, nous, on commence à regarder qu'est-ce qui, en matière d'intelligence artificielle, pourrait aider si on a un bâtiment porte-drone sur lequel il y a une dizaine de drones qu'il va falloir diriger au bon endroit, mais ils n'ont pas la capacité d'un avion de patrouille maritime qui voit sur une zone ou un Hawkeye qui voit sur une zone de 400 nautiques. Voilà. Comment est-ce qu'on va gérer ces capacités beaucoup plus petites? Et donc ça, c'est toute la réflexion que Philippe connaît très bien aux États-Unis de Distributed Operation. Voilà, on rentre là-dedans, comment gérer cette multitude de petits capteurs et de petits systèmes et les intégrer dans une force navale traditionnelle.
Voilà. Et je reviendrai peut-être sur un tout petit point sur ce que vous avez dit tout à l'heure. On a une nouvelle demande quelquefois des marines, qui était par exemple, qu'on a eu quand elles ont été exposées et elles ont travaillé en mer Rouge, c'est que parmi un grand système de combat sur un bateau, avec des radars, des sonars, de la guerre électronique, etc., les demandes sont arrivées chez nous de manière un peu différente. C'est comment est-ce que je pourrais gagner un peu de préavis de manière à pouvoir choisir mes armes contre, par exemple, des drones. Voilà. Et donc, on voit que c'est une nouvelle manière de poser les questions à un industriel et à répondre très rapidement. On leur a dit peut-être qu'on peut vous apporter des conduites de tir qui sont capables de traquer beaucoup plus loin. Et du coup, vous aurez un préavis pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire et pas obligatoirement vous trouver face à un missile à tirer. Mais voilà, ça répond à la première question. Merci Xavier. Oui, sur pour reprendre effectivement la balle au rebond, en fait, dans le combat naval actuel, ces évolutions amènent deux choses. La première, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la densification des capacités de ciblage au large, qui pose pour nos marines l'implication un vrai problème dans les mers fermées et dans je dirais la vulnérabilité des capacités, qu'il ne faut pas non plus surévaluer non plus cette vulnérabilité. C'est-à-dire que dans le cas ukrainien, les Ukrainiens ont bénéficié des erreurs monstrueuses qu'ont commis les Russes. Fait que le Moskva qui se promène tout seul, des navires amphibies qui débarquent à Berdiansk, leur matériel sans couverture, apporter des missiles balistiques, le Toshka-U ukrainien. Enfin, il y a eu comme ça des erreurs en cascade des Russes. Quand vous regardez nos dispositifs navals occidentaux en mer Rouge, on est quand même, alors face aux capacités des Houthis, on est quand même sur un autre type de confrontation, un autre type de professionnalisme de la part de nos marines. Ça n'a rien à voir. Mais il n'en reste pas moins que ce genre de capacité, je dirais, offensive, plus robuste, plus sophistiquée, qui évolue, etc., tant en masse qu'en performance, peuvent quand même avoir un effet de suppression. À défaut d'avoir un effet d'interdiction réel. Ça pose aussi un énorme défi sur la capacité des forces navales à mener des opérations amphibies. Enfin, les forces navales et terrestres à mener des opérations amphibies. Les Marines s'en fait une croix dessus, quasiment. C'est-à-dire qu'ils se sont réarticulés. Le corps des Marines américains a fait une bascule depuis 2020. Général Berger, Force Design 2030, fait une bascule vers le retour à l'appui à l'US Navy en termes de sea control, avec des capacités très décentralisées de saut de puce, enfin de pouvoir projeter en saut de puce des capacités de feu, des capacités de renseignement, y compris des capacités de feu anti-navire, et de se réarticuler pour ça, plus que pour l'assaut amphibie classique, qui devient quasiment presque mission impossible face à un système de force adverse bien organisé. Et ce qui pose la question, et ce qui renvoie à ce que Xavier expliquait, c'est il y a non seulement une nécessité de symétriser face à ces capacités offensives plus massives, complexes, etc., de symétriser le coup par effet défensif par rapport au coup par effet offensif de l'adversaire, et donc de trouver des moyens de réduire considérablement ce coup par effet défensif. Parce qu'actuellement, l'échange de salves est prohibitif pour nous. Je rappelle, les Américains, ils ont tiré le groupe de l'Eisenhower entre janvier et juin en mer Rouge a tiré 150 missiles standards. Vous voyez le coût du missile standard, 60 missiles air aussi utilisés par le groupe aérien embarqué américain. Et ça c'est que pour les Américains. Donc il y a besoin de symétriser ça. Puis en même temps, il y a, et les Américains, Xavier l'évoquait, les Américains, face aux capacités d'interdiction chinoises, misent sur la dispersion, la distribution des opérations. C'est aussi quelque chose auquel vous assistez dans les autres milieux. L'Ukraine, que ce soit du côté russe ou du côté ukrainien, vous avez une dispersion des capacités, drones, guerre électronique, etc., etc. Tout ça pose aussi, on ne l'a pas abordé, mais c'est un point évidemment très critique
pour nos états-majors, surtout là encore pour nos armées échantillonnaires, sont les bascules en termes d'efforts de ressources humaines. Parce que tout ça se fait à un coût énorme. On est par exemple les Ukrainiens, les capacités drones dont ils disposent, qui sont dispersées partout. Bon, ils sont clairement maintenant dans une situation où leurs besoins en termes de pilotes de drones excèdent totalement leur capacité de formation. Ce qui joue naturellement, voilà, sur l'efficacité opérationnelle, ce dont on parlait, etc., etc. Donc c'est bien un coup complet en termes d'ORES, comme on dit, hein, doctrine, organisation, mais aussi recrutement, entraînement, soutien, etc., etc., etc. Absolument, et je pense, enfin Xavier, vous me confirmerez ou vous me contredirez si je me trompe, mais je crois que c'est quelque chose aussi sur lequel beaucoup d'industriels sont en train de travailler, et ça recoupe ce que vous disiez sur l'IA, à savoir essayer d'avoir le plus de systèmes possible avec de l'autonomie, avec une certaine autonomie, pas toute, mais qui puisse donner le plus d'informations aussi possible, le plus rapidement possible, à un nombre réduit justement d'opérateurs. Donc on parle aussi de dessins de drones, on parle aussi de toutes ces choses-là pour pouvoir justement diminuer en fait le nombre de personnel et le problème de ressources humaines sur le terrain quand on utilise ce genre de système. Si je ne me trompe pas, Thales travaille aussi sur ces sujets, sur plusieurs effets, n'est-ce pas ? Oui, en fait, le nombre de tâches qu'a à faire une marine augmente tous les jours. Voilà. Et le nombre de marins à l'intérieur d'un bateau n'augmente pas tous les jours. Donc, nous, industriels, on a un devoir de les aider à faire ça pour pas qu'ils aient des écrans qui se multiplient dans tous les sens, ce qui est toujours le cas. Voilà. Et donc, en fait, on peut... qu'est-ce qu'on fait comme type d'IA ? On fait des IA très précises en fait, qui servent à soit assister un opérateur pour une tâche qui n'a pas forcément grand intérêt, générer un plan de vol, pas grand intérêt. Alors quand on le fait pour un drone, on peut le faire, mais quand on a 10 à faire voler, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc ça, on est capable de faire. On est capable de le proposer. C'est une tâche répétitive, voilà, sans grande valeur ajoutée, par contre, qui doit respecter un certain nombre de critères de certification aérienne, etc. Donc on peut leur faire quelque chose comme ça, ce qu'on appelle assistance à l'opérateur. On peut faire des IA apprenantes, c'est-à-dire ce qu'on a fait par exemple dans la guerre des mines, quand elles ont reconnu une mine, 2 mines, 10 mines, 20 mines, 30 mines, et ben au bout d'un moment, elles savent reconnaître les mines et proposer une solution à l'opérateur qui en final dit oui, c'en est une ou c'en est pas, ou c'est un rocher. Voilà, donc ça, on a des IA apprenantes qui sont dans ce domaine-là. Et puis après, comme on génère un flux tous les jours plus important de données, parce qu'on numérise notre guerre électronique, parce qu'on a des radars numérisés qui sont capables de faire beaucoup de choses, beaucoup plus de choses qu'avant. En fait, là, ce qu'on fait, c'est que on donne, soit on optimise nos radars avec des IA optimisantes, soit on fait ce qui est plus compliqué et ce qui est plus intéressant pour l'opérateur, c'est qu'on lui offre des nouveaux services. Nouveaux services, par exemple, pour, je ne sais pas moi, avec 10 avions qui sont là, comment localiser passivement, sans émettre au radar, l'adversaire, la batterie adverse. Voilà. Et là, on est dans une démarche différente où c'est une IA, ce qu'on appelle souvent par agent, c'est-à-dire qu'elle demande, elle va offrir un service, et donc elle demande à tous les capteurs qui sont sur la zone de lui fournir les informations jusqu'à qu'elle soit capable de faire le calcul nécessaire. Et donc, c'est plus, je dirais, les capteurs qui envoient leurs informations, ils continuent à le faire, mais c'est un service intelligent qui a été activé par un opérateur et qui va aller chercher les bonnes informations aux bons endroits, éventuellement détourner un drone, bouger un bateau un peu plus loin pour arriver à trianguler correctement. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des IA par agent. Et voilà, c'est un des sujets sur lesquels on travaille actuellement. Je pense que si on avait plus de temps, je vous aurais posé 1 milliard de questions à ce sujet. Malheureusement, le temps vole, messieurs. Donc, quand on a des conversations intéressantes, ça passe très, très vite. Donc, juste avant de boucler notre conversation aujourd'hui, je voulais vous demander, maintenant vous avez Philippe le micro, donc je vous passe la main. Quels sont vos derniers mots ? Qu'est-ce que vous aimeriez dire en conclusion ? Ou si vous vouliez ajouter quelque chose à ce que venait de dire Xavier pour conclure notre échange d'aujourd'hui au sujet de comment les conflits d'aujourd'hui sont en train de changer le combat naval de demain.
Oui, peut-être une petite remarque sur sur l'utilisation aussi sur l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle, en complément de ce que dit Xavier. Vous avez également tout un pan de l'utilisation des techniques d'IA en appui de l'aide à la prise d'aide à la prise de décision aux échelons tactiques plus élevés et au niveau et puis évidemment aux échelons interarmés. Les Américains envisagent maintenant d'avoir les Américains, disons certains Américains, envisagent d'avoir et travaillent d'ailleurs sur des solutions qui commencent déjà à mûrir en la matière. Une capacité dans le commandement et le contrôle, on devrait dire commandement dont contrôle d'ailleurs, une capacité de contrôle semi-autonome. Enfin semi-automatisé, enfin autonome, je ne sais pas comment dire quel est le bon terme, c'est-à-dire en gros où les techniques d'IA permettent de développer les modes d'action et de développer des variétés de modes d'action, des variétés de packages de force, etc., beaucoup plus rapidement, beaucoup plus diversifiées, etc., que celles qu'un planificateur en temps contraint, surtout si le planificateur à une formation minimum, on va dire, où là, ça fait déjà une différence dans ce qui est déjà expérimenté. Donc il y a aussi cet aspect-là. Non, de façon générale, en conclusion, je dirais que cette évolution, elle est, pour nous, l'évolution qu'on décrit, pour nos appareils de force européens, notamment, elle est indispensable. Elle est indispensable en raison du contexte stratégique, des risques qu'on a, qui ne restent fort heureusement que des risques en l'état. Et on peut argumenter de différentes façons sur la réalité du risque. Mais il ne reste pas moins qu'il y a des risques d'affrontement haute intensité à moyen terme, à tout le moins, avec une volatilité de l'environnement géostratégique très importante, qui inclut également la grande incertitude sur le leadership américain. Derrière, c'est-à-dire que franchement, l'efficacité opérationnelle de nos forces dans un combat haute intensité, si les Américains sont présents, c'est pas le principal problème. Le problème, c'est resteront-ils là? Et comme j'ai l'habitude de dire maintenant depuis plus de 10 ans, c'est passé d'une confortable présupposition au statut d'inquiétante variable. Et ça, derrière, on a des appareils de force, donc au niveau européen, échantillonnaires, dans lesquels la France, c'est un royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Hein. La France est très bien placée, mais il n'en reste pas moins elle-même avec des capacités qui restent échantillonnaires. Et donc, une montée en gamme dans ce Halo Mix, une poursuite des capacités sophistiquées dont on a besoin, et en même temps, cette remassification que, il faut bien le dire, la loi de programmation militaire ne permet pas d'envisager et qu'il faut pourtant mener à bien dans la mesure du possible et là où c'est possible, et dans notamment ce qu'on a évoqué, à moyen terme. Très bien, merci beaucoup. Xavier, on vient de me faire signe qu'il nous reste 2 minutes, donc je vous laisse ces 2 dernières minutes pour conclure. Bon, je dirais d'un mot, ça a renforcé la confiance qu'on a avec les marines, parce que d'une part, elles envoient des hommes au combat avec des vies humaines qui peuvent être en jeu. Donc on tisse des liens beaucoup plus forts. En quelque sorte, on est obligé, vis-à-vis des marines avec lesquelles on travaille, de leur fournir des matériels où elles peuvent aller faire leurs opérations dehors. Donc oui, un lien de confiance qui se renforce, qui pour nous est très important. Parfait, merci beaucoup. Merci messieurs pour votre participation aujourd'hui. Merci à l'audience qui était avec nous. Et puis écoutez, je vous souhaite une excellente après-midi et un très bon salon.